trois provinces, en tout cas, qui nous sont des provinces très chères. Donc, il y a le Kwilu, donc la province du Kwilu, qui sera représentée par la ministre de l'Énergie. C'est quelque chose de formidable parce que bon, c'est elle qui connaît le dossier mieux que quiconque. Donc, elle sera à même de nous brosser le tableau, pratiquement la situation sur le plan de l'énergie et nous dire exactement quels sont les besoins de la province. Ce n'est pas à nous qui allons le faire, c'est à elle-même de le faire. Et au-delà du Kwilu, nous aurons le Congo central. Donc, le Congo central avec le professeur Liundula, mais qui a encore des problèmes techniques de connexion. Mais si c'est réglé, en tout cas, il va nous rejoindre. Et enfin, Kinshasa. Kinshasa, c'est, je ne dirais pas les cœurs, mais c'est assez intriguant parce qu'en fait, souvent quand on parle de développement durable, hein, de la croissance verte, on met toujours un peu Kinshasa de côté. Hein? C'est un peu comme si donc, tout ce qui est développement durable, tout ça, c'est le Congo profond. Or, Kinshasa aussi, c'est le Congo profond. Donc, et il y a des modèles hein, qu'on peut implémenter sur place même à Kinshasa et qui peut changer même le visage de Kinshasa. Oh, si Kinshasa devenait un jour une ville verte, et cette ville verte, c'est possible, mais pour que ça soit possible, il faut de la volonté, il faut de la connaissance, hein, donc sur le plan des technologies, il faut de l'ingénierie technique et l'ingénierie financière. Alors, tout ça s'est rassemblé autour d'un concept. J'ai eu la chance, comme ça, par hasard, il y a de cela, je crois, 10 ans, de découvrir ces projets. Hein, ces projets, à l'époque, c'était c'est une symphonie naturelle. Donc, symphonie naturelle qui est encore là, qui est dont la cible est l'écotourisme. Et l'autre secteur, c'est encore quoi, mais je n'ai pas. Donc, Écotourisme et tourisme de pêche, mais aussi voilà. agro-pastoral. Et l'agro-pastoral. Voilà. Donc, tout ça, c'est organisé autour de l'ONG Ratalbi et qui est richement représenté aujourd'hui donc, par les Ndanguiers. On m'a dit de corriger Ndanguiers. Donc, ben voilà, ils vont brosser la situation, ils vont décrire, ils vont présenter leur concept et à la fin, poser la problématique de l'énergie, parce qu'en fait, c'est cela qui nous intéresse. Nous, on est essentiellement de l'énergie, dans l'énergie communautaire. Donc, il va à la fin nous dire qu'est-ce que ces projets Mouindépela ou ces concepts Mouindépela peut être utile donc, à ces projets. Voilà, c'est cela. Tous ces projets, c'est des projets qui ont été retenus parmi les 12 donc, au niveau du challenge que nous avions fait. Mais vous-même, vous avez vu comment, à quel point ces projets sont pertinents. Et avec la souscription que nous sommes en train de faire, c'est vous qui allez supporter ce projet à cette phase humanitaire. C'est vous qui allez supporter ce projet. Donc, plus d'écoute et plus de billets, comme on dit, parce que ce sont des billets qui intéressent pour arriver à leur fournir de kits solaires. Alors, Monsieur Ndanguier, à vous. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste Bokoto. Je ne sais pas si je peux partager mon écran avec vous, parce Mais que oui. j'ai préparé quelques présentations. Alors, je vais aller ici, là. Donc, bonjour à tous. Bonjour. 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 Euh, je vais alors
télécharger la présentation. La première. Je ne sais pas si vous voyez, si sur vos écrans, vous voyez Oui. la présentation déjà. OK. Oui, oui, nous voyons. Oui. D'accord, très bien. Alors, très brièvement, je me suis dit que je devais me présenter quand même pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Alors, je suis Monsieur Thierry Ndanguié, je suis le vice-président de l'ONG Ratalbi, donc de Ratalbi, le regroupement pour l'autosuffisance alimentaire et la biodiversité, qui est une ONG basée à Kinshasa et dont le centre de gravité en termes d'activité se situe à Kinshasa, en Ngaliema. OK? Et bon, je suis basé à Kinshasa, mais aussi en Allemagne. Et, en Allemagne, je suis directeur financier de la société pétrolière Petronas, lubricante, pour l'Allemagne et l'Autriche. Okay. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous présenter un peu disons, nos projets, en ce qui concerne l'agro-pastoral, protection de l'environnement, développement durable, énergie durable, énergie verte, et les différents challenges auxquels on a affaire. Alors, ici, là, vous voyez l'image que vous voyez, c'est juste pour vous donner une idée de quoi on parle. Donc, on est ici environ, on est à Kinshasa, c'est la commune de Ngaliema. C'est notre terrain d'activité. Comme vous pouvez voir, quand on regarde tout autour, c'est le seul point vert dans les environs. Et disons, Kinshasa grandissant, on peut dire que c'est le seul. Aujourd'hui, à Kinshasa, c'est vraiment un des seuls points verts de la ville de Kinshasa quand on parle de Kinshasa immédiatement. Je pense que sinon, à côté, il y a le centre hippique qui abrite aussi le TASOC, l'école américaine. OK? Donc, juste pour vous donner une idée. Rapidement historique, nous travaillons sur un terrain de 100 hectares, c'est plus de 100 hectares, c'est bien plus que 100 hectares. Qui existe depuis 1965, qui avait été acquis par notre père au départ, donc au moment où il revenait des études. Il faut dire ceci, qu'au moment où il a acheté ce terrain, tout le monde l'a traité de fou parce que c'était la forêt. En 65, Kinshasa n'était pas ce que Kinshasa est aujourd'hui. D'accord? De 1965 à 88, il a travaillé pour développer des activités agro-pastorales reprises sous le nom de ferme de Balambala, avec différentes activités, l'agriculture, l'élevage, enfin, voilà. Et la pisciculture aussi, d'accord. De 1988, en 1988, il a décidé de lancer, disons, des activités beaucoup plus dans le sens de la protection de l'environnement et la promotion de la biodiversité. Okay? Et comment ça a été consacré, disons ça a été consacré après avec le site Symphonie naturelle qui était accessible à tous. Mais je dois dire qu'avant ça, nous avons malheureusement connu les deux pillages qui nous ont remis, disons, un peu en arrière en termes d'activité. Donc, c'était 91. Je poursuis. Et je crois 93 aussi. En 1994, donc, il y a eu l'ouverture du site Symphonie naturelle qui a comme ça donné la possibilité à tout le monde d'avoir accès à ce site que beaucoup qualifient d'exceptionnel à cause de la biodiversité, à cause de la forêt, à cause de la nature et disons, qui est disponible. OK? En 1997, Symphonie naturelle donc, reçoit le titre de forêt classée avec le concours du WWF, donc reconnu par le ministère de l'Environnement.
et donc reconnu comme un point vert pour reprendre le terme de M. Jean-Baptiste Bokoto. Et effectivement, dans le certificat, c'est vraiment repris comme poumon vert de la ville de Kinshasa. OK. Peut-être rapidement, donc en dehors des activités qui s'y passent, je pense qu'il est important aussi de parler des challenges auxquels on a affaire. Les challenges, c'est l'énergie, c'est clair, on aura à y parler, mais c'est aussi la pression, je vais appeler ça la pression démographique, dans le sens de pouvoir préserver l'intégrité du site. Okay. Et donc, par rapport à ça, effectivement, nous devons faire face disons, à des menaces d'expropriation tentative ou occupation illégale. Et ça fait partie, disons, des challenges auxquels on a affaire. Les photos que vous voyez sur la présentation représentent un peu les activités. C'est juste pour donner un aperçu des activités qui s'y passent. Vous voyez les étangs, c'est la pisciculture, les vaches qui représentent l'élevage. Tu sais agrandir l'écran, Pierre? Si je sais agrandir, oh là là, malheureusement sur celui-là, pas, désolé. Mais j'aurai d'autres images. Hein. D'accord. Et poisson, hein, le résultat de la pêche, fruits, mangoustans, paca-paca, un échantillon de ce que nous produisons. Okay? Donc, maintenant, la connexion entre Symphonie naturelle et Ratalbi, puisqu'on a parlé de Ratalbi. Ratalbi est l'ONG, donc Organisation non gouvernementale de développement, qui a été mise en place pour, disons, renforcer nos activités et notre présence auprès des organismes financiers, organismes internationaux, financiers et non financiers, n'est-ce pas? Parce que nous nous sommes rendus compte que pas forcément, disons, pas simplement en ayant une structure commerciale, nous pourrions avoir accès à une possibilité de coopération. Donc, Ratalbi a été créé en 2001, mais effectif comme organisation, on peut dire depuis 2017-2018, avec l'entrée en jeu du FIDA, qui est le Fonds international pour le développement et l'agriculture, IITA, qui est une institution africaine internationale bien connue, International Institute for Tropical Agriculture, qui est basée à Ibadan au Nigeria, et World Fish. Et ce programme avec ces trois organismes, était essentiellement pour nous soutenir dans la relance des activités de pisciculture, que l'on a labellisé sous le nom de Ratalbi Pisciculture. Okay. Donc, voilà. Très rapidement, je vais passer à une autre présentation. Pour ne pas monopoliser, j'essaie d'être court. Et dans l'autre présentation, rapidement parler un peu des activités de Ratalbi Pisciculture. Donc, rapidement, nous parlons de 70 étangs repartis sur une surface de 5 à 6 hectares, capacité installée de 500 à 1000 tonnes de poissons pour la consommation par an. Nous avons 2 écloseries modernes avec un potentiel de 3 à 5 millions d'alevins par an, une mini-industrie de fabrication d'aliments et une chambre froide, en précisant que les 2 structures, mini-industrie de fabrication d'aliments et chambre froide, ne sont pas sur le site pour l'instant, justement parce que nous n'avons pas accès à l'électricité stable. Donc ça, pour nous, c'est un challenge. Pour les écloseries, et j'aurai l'occasion de vous montrer aussi une image, pour les écloseries, la solution qui a été trouvée, ça a été de monter une petite unité solaire pour alimenter les écloseries en courant. Et avec le concours, en plus de l'unité solaire, avec le concours d'un jeune ingénieur congolais, nous avons monté une mini-centrale, une pico-centrale, qui produit 5 kVA et qui permet de soutenir l'activité des écloseries. Bon, pour
stabiliser la chose, on a quand même un groupe électrogène qui est toujours en réserve si jamais nous devons agir. OK? Je mets là, je vais passer juste en mode présentation pour vous donner une idée, encore plus près un peu une idée des activités donc, de pisciculture. Vous avez la mini-industrie, vous avez les étangs, vous avez ici, disons, un aperçu des écloseries. Les écloseries, donc production qui se fait, activités qui sont progressives. On peut dire que maintenant, on est en phase de lancement et qu'on commence effectivement à produire des quantités conséquentes. Donc, j'en profite en même temps pour faire de la publicité pour ceux qui sont intéressés en alevin, par exemple, ou même en poisson de consommation. OK? Alors, c'est juste pour qu'on comprenne un peu. Symphonie naturelle, donc pour revenir reprendre, Symphonie naturelle existe toujours. Symphonie naturelle existe et utilise le cadre de la ferme, si vous voulez, pour emmener les personnes extérieures à visiter. Okay? À côté de ça, nous avons Ratalbi et Ratalbi a essentiellement pour l'instant comme activité principale où elle est active, c'est la pisciculture, où de manière progressive, on est en train de la transformer en activité de pisciculture intensive en espérant produire les 500 tonnes qu'on s'est donné comme objectif et les millions d'alevins qu'on s'est donné comme objectif par an. Alors, à côté de ça, nous évoluons aussi dans les activités suivantes, très rapidement. Nous avons développé un label ou une division qu'on appelle Ratalbi Eau, simplement parce qu'on s'est rendu compte que le site regorge d'un potentiel incroyable en eau et qu'on devrait mettre ça en valeur. Il est mis en valeur dans le sens où aujourd'hui, ce site sert de point de ravitaillement d'eau pour la population des environs. Okay? Je vous cite ici les quartiers Malueka, Sangamamba, Molende, Lukunga, Maninga, qui viennent s'approvisionner en eau chez nous. Et il faut dire qu'en termes de travail et d'approvisionnement, cela est fait un peu en bénévolat. Nous n'avons pas d'assistante pour ça. Nous le faisons avec le peu de moyens que nous avons. Et la population est mise à contribution, mais de manière vraiment minimale. Et c'est juste pour assurer le maintien, un maintien minimal des conduites. Okay? Alors, nous avons Ratalbi Eau, mais on a aussi développé, alors à côté de cela, ce qu'on a appelé Ratalbi Énergie. Et je crois que ça va aller avec notre thématique d'aujourd'hui, mais j'y reviens un peu après. À côté de ça, je voudrais juste rapidement parler de Ratalbi Environnement. Et si je peux me permettre, je vais passer en mode présentation. C'est juste vous faire, disons, vous montrer, vous donner un aperçu du challenge auquel on a à faire face. OK? Je laisse passer rapidement le film. Ce qui va vous montrer, c'est comment la forêt avait été détruite en 2012 et comment elle s'est régénérée en 8 ans. Voilà. Oh, magnifique. Magnifique. Donc, voilà, ça c'est juste pour vous donner une idée en fait. Hein. Et ça, c'est des efforts, je ne vais pas dire individuels, mais c'est des efforts de personnes privées, n'est-ce pas? Pour justement essayer, qui croient justement au bénéfice du développement durable, du développement, disons, de la protection de l'environnement. Et oui, voilà. Donc, à cela, je vais juste revenir sur la partie énergie. Et pour renforcer encore, disons, la thématique d'aujourd'hui, en disant
un des plus gros challenges pour nous dans les activités que nous sommes en train d'entreprendre aujourd'hui, c'est vraiment l'électricité. Le site n'a pas d'accès, pour l'instant en tout cas, n'a pas d'accès au courant de la SNEL. Mais disons qu'on essaye de voir dans quelle mesure, avec certaines petites idées, je veux dire, locales, on peut pallier aux besoins primaires, n'est-ce pas? Et ce que je vous montre ici, c'est ce que je vais vous montrer, c'est très rapidement, c'est deux petits films sur la Pico centrale. Et pour nous, c'est une fierté parce que ça, c'est un jeune Congolais qui a développé ça. N'est-ce pas? C'est celui que vous voyez sur la photo. Et cette Pico centrale éclaire, donc ce que vous allez voir, le courant que vous voyez dans nos écloseries proviennent de cette turbine, de cette petite turbine. Ah. Pardon? C'est bien. Donc voilà. OK. Voilà. OK. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, voilà un peu ce que j'ai préparé pour le groupe aujourd'hui, très rapidement, en essayant de mettre ça en image et en espérant que j'ai pu faire passer, disons, un message qui peut éveiller la curiosité et l'intérêt aussi pour nos activités, en comprenant bien qu'il y a bien sûr un aspect, on peut dire un aspect, un caractère privé, mais un aspect, l'aspect le plus important, c'est l'importance de ce site pour la ville de Kinshasa, pour les environs, n'est-ce pas? Quand je vous dis aujourd'hui, les environs, quand je parle des environs, les quartiers que j'ai cités, pour une bonne partie, jusqu'il y a quelques mois, pendant 2 ans, 3 ans, n'ont pas eu accès à l'eau potable de la régie de Zo. Alors, vous pouvez imaginer disons, la quantité, disons, la population que l'on devait accueillir et organiser, dont on devait organiser le ravitaillement d'eau sur le site. Pour juste que l'on puisse se rendre compte, ça c'est un petit aspect. Si vous prenez l'aspect production, je veux dire, production piscicole, de la pisciculture, on ne va peut-être pas nourrir tout Kinshasa, mais avec ce qu'on produit, on peut contribuer à nourrir local, parce que la production, elle est locale, production de l'aliment, et à produire bio aussi. Okay, pour l'intérêt de la population. Et dans nos gammes de produits, nous développons un produit accessible pour les liés à faible revenu, qu'on a appelé ou qu'on va appeler, ou qu'on appelle déjà tilapia yamboka, avec un prix démocratique pour la population, puisque avec avec $1, donc on peut déjà avoir 500 grammes de ces tilapia. La compétition, en fait, pour nous, directement pour ce produit, c'est vis-à-vis du bio. C'est pour qu'on emmène la population à consommer local et à consommer santé, consommer bio et pour leur santé. OK. Et pour revenir à l'énergie, je pense qu'au-delà des activités, pour juste subvenir à besoins du site, il y a un potentiel probablement aussi pour les quartiers environnants. Donc, voilà, si je peux me permettre de terminer ma présentation à ce niveau, et je suis ouvert pour des questions. Voilà. Ben, en tout cas, merci. Vous méritez des applaudissements. Hein. En tout cas, c'est formidable, c'est formidable parce qu'en fait, combien de gens savent que à Kinshasa, il y a une forêt? Combien de gens? Vous savez, les 12 millions de gens, même les 80 millions de Congolais, je ne sais pas s'il y a 10% de gens qui savent qu'à Kinshasa, qu'il y a
un puits carbone, le seul puits carbone qui est resté intact à Kinshasa, c'est ce qu'on appelait Zamba Yandag. Donc, exactement. Voilà. Donc, c'est quelque chose de formidable. Parce que ce qui me fait mal, c'est que on ne s'imagine même pas que rien que ce projet peut changer même le visage de Kinshasa. Rien que ce Absolument. projet. Absolument. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas non plus, parce que, bon, naturellement, on va laisser le tour de table, donc poser des questions le plus possible pour qu'on ait de plus des éclaircissements et surtout pour le public qui est en train d'écouter, parce que les gens, je suis sûr qu'ils sont agréablement surpris. Ici, en Belgique, nous avons, eux, ils appellent ça forêt, hein, je ne sais même pas si on peut appeler ça forêt. Hein, la forêt de soigne. Oui. Alors, vous imaginez, ça c'est une petite anecdote. Quelqu'un qui m'avait dit, quand les Hollandais, parce qu'eux aussi ils ont été colonisés, hein, comme nous, mais on le dit presque jamais. Donc, quand les Hollandais s'apprêtaient à quitter la Belgique, ils se sont, juste à la fin, là, donc vers les années 1830, le roi Guillaume, hein, donc le roi hollandais, a imaginé comment est-ce qu'on pouvait mettre en place un levier qui pouvait booster pratiquement le développement de la Belgique. Alors, ils avaient un problème sérieux d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la forêt de Soigné, là, donc ce qu'ils appellent forêt. Donc, la forêt de Soigné, ils ont hypothéqué la forêt de Soigné. Et l'argent qui est sorti de cette hypothèque, parce que bon, hein, vous pouvez aller auprès d'une banque et vous êtes financier, donc vous connaissez mieux que moi. Donc, avec cette hypothèque, vous pouvez lever des fonds et laisser votre bien immobilier comme hypothèque, ou foncier comme hypothèque. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est grâce à cet argent qui a été collecté qu'ils ont créé la première société de participation, donc ce qu'on appelle une société d'investissement, hein, une société comment je peux dire, un fonds souverain, qui est la Société Générale. Voilà. Donc, la Société Générale qui a pris des participations dans GECAMINE, dans MIBA, dans tout ça, qui a construit même ici des rails, des ponts, tout ça, donc qui a été pratiquement la colonne vertébrale du développement de la Belgique, c'est cette petite forêt de soigne. Voilà, c'est juste hein, pour vous donner une idée hein, de cet outil hein, stratégique hein, que nous avons. Mais combien le savent? Voilà. Donc, c'était juste une petite anecdote pour éclairer un peu hein, la lanterne de beaucoup de temps. Et ben voilà, poser des questions, hein, tout ça, ramasser même des questions des autres. Je ne sais pas si ceux qui sont en train de suivre aussi sur WhatsApp, donc eux, ils n'en peuvent pas, peut-être juste poser des questions par écrit, comme ça on va les répercuter à notre orateur. Voilà. La séance de questions, Maman Suzanne. Oui, maman Suzanne. Je peux déjà parler? Oui, oui. Naturellement. Ah oui. Merci beaucoup hein, pour cet exposé que je trouve concis, clair et un exposé qui motive à s'investir dans des activités qui apportent le bien-être aux personnes, notamment des personnes qui vivent à Kinshasa. Alors, je suis d'autant plus intéressée à vous entendre parce qu'en 2010, je vais aller rapidement, en 2010, j'ai eu l'opportunité de participer à une réunion à Brazzaville qui était préparée par des experts et des membres de la société civile
et qui préparait un sommet de chefs d'État africains de l'Afrique centrale, hein, donc notamment des forêts. Le Congo, notre pays, la RDC, le Cameroun, bon, vous savez ça. Alors, je sais aussi très bien que avant cela, en Allemagne, il y a eu une réunion très importante au cours de laquelle on a adopté une résolution qui disait que lorsqu'on travaille les forêts, il y a des acteurs de forêt. Donc, il y a les indigènes, comme on dit, si vous voulez, qui sont donc les vivants, les natifs de la forêt. Et que lorsqu'on travaille la forêt, il faut prévoir aussi des avantages pour ces personnes-là. Et il faut prévoir aussi d'inclure ces personnes parce qu'ils ont des connaissances de la forêt, etc. Alors, je voudrais que vous nous informez un petit peu de la manière selon laquelle vous impliquez les personnes en utilisant leurs connaissances. Et deuxième partie de ma question, parce que ça c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'est la question de l'implication des femmes dans les zones forestières. Parce que les femmes dans les zones forestières, je sais très bien de quoi je parle parce que moi-même, j'ai suivi pendant des années au Mayom le travail que faisaient les femmes et la façon dont ces femmes n'étaient quasiment pas reconnues, etc. Donc, j'aimerais bien sur ces deux plans-là que vous nous donnez un peu plus d'informations sur ce que vous essayez de faire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que vous faites déjà. C'est appréciable. Merci, Maman Suzanne. Pour revenir au premier point, les autochtones, disons que pour nous, c'est la base. Hein. Je veux dire, en termes de ressources, et je parle de ressources de travail, on se base sur les personnes qui habitent autour du site, n'est-ce pas? Et même avant ça, disons, et là pour ça j'étais malheureusement trop jeune, au moment où ce site a été acquis, ça a été fait avec la collaboration du coutumier. Et aussi, à ce moment-là, je me rappelle une implication beaucoup plus directe avec ce chef coutumier qui avait notamment des vaches et coopérait aussi avec le papa. Aujourd'hui, c'est plutôt dans le sens de travailler, d'impliquer la population environ comme travailleurs. Donc, malheureusement, on a eu les pillages qui a réduit énormément parce que je me rappelle à un moment, on est arrivé à 50 employés, mais aujourd'hui, on est peut-être à une quinzaine, une vingtaine maximum. Mais c'est les personnes des environs immédiats qu'on emploie. Et c'est les mêmes personnes qui nous aident à identifier en termes de ressources, quand on parle de ressources dans les forêts, c'est arbres médicaux, par exemple, mais c'est aussi les sources d'eau. C'est sur ces personnes-là qu'on s'appuie, par exemple. D'accord? Je voudrais revenir aussi à l'aspect accessibilité à l'eau pour la population. Je reviens, hein, on a du matériel, il y a du matériel qui est accessible sur Internet. Aujourd'hui, je prends le cas de Malunga, qui est le quartier, un des quartiers qui nous, comment on dit ça, voisins immédiats. Donc, s'il n'y avait pas Zambandangi, demander à ces gens, ils iraient je ne sais pas à combien de kilomètres pour aller chercher l'eau. Aujourd'hui, ils ont accès à ce site. Et je dis, tout ce qu'on fait, c'est minimalement
demander et de manière symbolique. Si je me rappelle, je crois que c'est 200 francs pour 1 litre d'eau, mais ça, c'est symbolique. D'accord? Parce que pour nous, c'était clair qu'on ne pouvait pas laisser cette population aux environs ne pas pouvoir bénéficier de l'eau qui fait aussi partie de leur patrimoine. Donc, pour nous, ça, c'est un souci. Néanmoins, je crois qu'il est important aussi, parce que pour beaucoup, quand on parle de Zambandangé, il faut savoir qu'on a aussi affaire à des personnes qui prétendent être des chefs coutumiers, mais qui n'en sont pas. Et nous avons été victimes, malheureusement, de ce genre de personnes qui ont notamment, pour des raisons pécuniaires, donc purement spéculation immobilière, ont usurpé de ces titres-là et avec l'appui de certaines autorités militaires, policières, ont réussi à un moment à occuper illégalement le site. Et dans le film un des films que j'ai fait passer, vous avez pu voir ça. Et se sont servis de manière abusive de cette, disons, de la situation en prétendant qu'ils étaient des autochtones. Donc, je crois que dans ce que je veux dire, c'est qu'il faut balancer, et je parle d'expérience, donc il faut balancer, très bien balancer cette notion pour rester dans un cadre, oui, mettre en équilibre, pour, disons, pour bien comprendre l'implication, disons, ce qu'on considère être comme implication des autochtones. Maintenant, par rapport à l'implication des femmes, moi, je veux vous dire déjà une chose, c'est que si aujourd'hui, nous, on apparaît, si moi, j'apparais aujourd'hui, derrière moi, ou pour ne pas dire même au-dessus, en fait, pour dire en fait au-dessus de moi, dans la structure, une des personnes références pour nous, c'est la maman, n'est-ce pas? Et parce que c'est eux qui nous ont envoyés dans les champs, n'est-ce pas? Ça, c'est un. Maintenant, pour le travail, par rapport aux écloseries, je peux vous dire que nous avons engagé deux dames. Donc, très concrètement, ciblé 2 dames pour gérer les écloseries, n'est-ce pas? Ça a été un recrutement ciblé dans le sens de faire la promotion du travail des femmes, et pas simplement comme, disons, comme pour travailler dans les champs, mais quand je parle des écloseries, c'est une position de cadre, donc c'est gérer les écloseries. Okay. Donc ça a été une politique délibérée dans le sens de donner le signal que nous faisons la promotion, du travail féminin dans nos activités. Donc voilà. Si vous permettez. Oui. Allô? Je me permettrai de glisser juste un petit mot par rapport à ce que maman Suzanne a dit. Il y a, je crois, nous avions écouté une présentation d'un projet d'écotourisme dans le Maïndombe, un beau montou. Et c'est naturellement, vous savez, cette approche, eux, ils protègent les bonobos, tout ça. Mais pour arriver à sécuriser pratiquement le projet, parce que vous savez, ce genre de projet est toujours un peu mal vu du côté du pouvoir public, parce que, bon, pour eux, par exemple, la protection en fait, les aires protégées, tout ça relève un peu du pouvoir, de compétences de pouvoir public. Mais eux, comment est-ce ils résistent? C'est-à-dire qu'ils ont réussi pratiquement à communautariser le projet. Donc, le projet est porté par la communauté. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très, très, très important. Voilà. Et ça, connaissant un peu toutes les difficultés qu'a connues Zambandangé, donc votre projet, moi, je pense que ce serait vraiment intéressant de chercher par tous les moyens à impliquer les communautés locales
vraiment, qui se considère comme si ce projet était à eux. C'était juste ça. Je pense que c'est un très bon point que je note et voir comment développer des stratégies pour intéresser encore plus, disons, pour impliquer encore plus effectivement les populations des environs, parce que je suis d'accord avec vous. À la fin, c'est ces mêmes personnes-là qui vous protègent, en fait. C'est celles-là qui vous protègent. Tiens, si tu permets, Tiens, oui, je voudrais juste ajouter, c'est à la suite de la question pertinente qu'a posée Maman Suzanne. Hein, donc, c'est vraiment une question très, très, très pertinente. C'est l'implication des personnes qui vivent autour ou qui vivent dans la forêt. Mais seulement pour préciser à Maman Suzanne qu'ici, ce n'était pas une forêt habitée. Ça, c'est important. Il faut préciser à Maman Suzanne que ce n'était pas une forêt habitée. C'était une forêt, comment dirais-je, qui n'était pas habitée tout simplement. Mais aux alentours de cette forêt, il y a des quartiers comme Malueka, Salma. Je précise encore que je parle sous l'autorité de mon autorité ici, que la plupart des travailleurs viennent de ces quartiers et depuis un certain temps, et à la suite, il y a un bruit de fond là. Je ne sais pas. Oui, mais il y a un bruit de fond terrible. Oui. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est avec des enfants à côté là, parce que bon, c'est peut-être mieux d'éloigner un peu les enfants. Oui. À la suite de deux pillages, des événements malheureux de 91-93, il y a un dialogue qui est maintenu entre le responsable du site Zambandangue, donc M. Innocent Dangue, et ses enfants avec les populations environnantes. Donc, via les chefs coutumiers reconnus légalement, chefs coutumiers, dépositaires de ces titres. En tout cas, il y a un dialogue qui est maintenu. Donc, tout ça pour répondre à Maman Suzanne que comment dirais-je, les responsables de Symphonie Naturelle ou Ratalbi ne fonctionnent pas en autarcie, sans considérer les autres. Non, c'est vraiment un travail qui est fait tout en considérant l'environnement immédiat et les ressources humaines immédiates. Vraiment, j'étais né à apporter cette précision pour répondre à Maman Suzanne pour sa question d'ailleurs qui est très, très pertinente. Parce que, disons-nous qu'on ne peut pas vivre à Kinshasa dans un tel environnement sans mettre en valeur ces personnes-là. Et avec un potentiel pareil, ce n'est pas possible. Et c'est même une question de sécurité, comme le dit Thiers, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, merci. Peut-être. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Non, je voulais juste pour appuyer encore, je parlais tout à l'heure des tilapia produits spéciaux pour la population, mais le test a été fait, disons, c'est essentiellement avec la population des environs, en fait, que l'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, d'abord pour la population environnante, parce que les tilapia que vous achetez dans les alimentations aujourd'hui, celui-là n'est pas accessible à tout le monde. Et quand exactement. Et quand la population vient chez nous, nous avons et on s'est rendu compte donc il y avait un besoin pour un produit spécial et un prix aussi adapté. Quand les gens viennent, en tout cas pour ceux qui sont de Malueka, c'est clair qu'ils ont un prix spécial. D'accord? Donc ils ont accès aux poissons, mais avec un prix spécial. Ok, merci. C'est moi qui me donne la parole. Oui, mais prenez. Je me donne la parole. Et bonsoir tout le monde, bonsoir les Ndanguiers. C'est ça, hein? Bonsoir maman, oui. Ndangue, c'est Thiard, moi c'est Jules qui parle. Voilà. Ah, Jules. Bon, tu es congolais. Voilà, merci maman. Alors, moi je suis en admiration aussi et je me dis que les bases sont déjà posées
Et si nous partons du principe que l'électricité est un vase ou un socle autour duquel ou dans lequel viennent se mettre les autres activités de développement durable qu'on a déjà commencé aussi sur place, la logique ou le principe de Munda est là pour mettre l'électricité là qui vraiment fait développer l'environnement est très, très, très important. Et nous lançons cet appel aux Quinois s'ils nous entendent. Et nous soutenons ce genre de projet avec une tombola pour l'instant, la tombola online. C'est 10 € pour ceux qui sont à Kin, 13 ou 14 $ pour soutenir des projets comme ça. Mais cette tombola n'est pas seule non plus. Il y a un grand prix de 20 000 € à gagner avec une toile et aussi les 12 reproductions des toiles qui ont la valeur de 500 € chacun. Mais même si vous ne gagnez pas tout ça, vous allez participer au développement de cette grande ville de Kinshasa, la Belle. Je vais l'appeler la Belle. Alors, franchement, c'est quelque chose autour de laquelle nous allons tous nous mettre pour que nous puissions placer aussi une petite pierre. Merci beaucoup. Merci à vous qui écoutez, qui avez le cœur au développement de ces grands pays. Merci, 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 maman Marceline. Oui, maman Anne. Merci pour la parole. Félicitations, Papa Ndangué et Jules, pour votre exposé. Donc, l'activité ici, c'est une activité purement privée, purement qui vient de la société. Ce n'est pas étatique. Et je voulais savoir comment, quand vous avez appris, quand vous étiez au courant de ce que MFP fait ou faire, et vous avez besoin d'électricité pour développer votre activité, quel est le projet que vous avez en vous pour que la tombola se fasse avec vous et autour de vous, avec tous les quartiers là que vous nous avez décrits qui ont besoin de l'électricité, de l'eau, et ils ont besoin aussi de la nourriture. Je ne sais pas comment, c'est-à-dire que comment vous allez sensibiliser. Vous avez Kinshasa, c'est une capitale, et la population est dense. Je pense que, je ne sais pas, vous avez pensé à sensibiliser comment pour qu'ils participent à la tombola efficacement. Merci. Merci de la question. Je pense que le point est extrêmement pertinent, en fait. Et effectivement, l'activité est essentiellement privée, on peut dire ça comme ça. Chacun y met, disons, parmi les membres de Ratalbi, il met du sien avec le concours partenaire. Mais l'impact social est énorme, comme j'ai essayé de montrer. Et je suis d'accord, hein, ça va faire, je dois avouer, ça va faire une semaine que j'ai eu le contact direct avec M. Jean-Baptiste. Et je me suis posé la même question que vous, en fait. Qu'est-ce qu'on ferait? Parce qu'à la fin, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un impact social, que l'on voit un impact social visible si nous pouvons bénéficier d'un... et je pense que pour l'instant, de la manière dont je vois les choses, il faut trouver un bénéfice direct pour la population et les sensibiliser. Le travail de sensibiliser, ça, on va y mettre. Mais moi, je pense très clairement par exemple, à côté du fait que les gens peuvent venir prendre de l'eau, c'est par exemple leur donner accès, et ça peut paraître bête, mais leur donner accès à pouvoir charger, par exemple, leur téléphone, n'est-ce pas? Simplement parce que le quartier n'a pas d'électricité, membre. Ça, c'est une réalité, n'est-ce pas? Et comme ça, l'impact, au-delà de l'aspect
priver de la chose, c'est l'aspect communautaire. Je pense que l'aspect communautaire, le bénéfice communautaire qu'on doit mettre en avant. Et ça, c'est un travail, on va s'y mettre. Comme je dis, pour moi, c'est très récent. Je crois que M. Jean-Baptiste, quand on s'est parlé il y a 3-4 jours, je crois que c'était à minuit, on a parlé pendant 1 heure. Et il m'a demandé illico de présenter quelque chose. Je lui ai dit très sincèrement, à cause de mes occupations, je n'étais pas prêt, mais j'ai pris le soin aujourd'hui de préparer rapidement quelque chose parce que j'estimais que c'était important. Donc, par rapport à votre préoccupation, maman, je pense qu'avec les équipes sur place, et c'est un moyen aussi de vulgariser le projet, en fait, Mouinda Epela. Je pense qu'en travaillant en synergie, et la population est là, n'est-ce pas? Si on leur montre un exemple, on leur dit, voilà le kit qu'on a reçu, voilà, ça vous sert, on le gère, mais ça vous sert, par exemple, vous pouvez venir charger vos batteries, on peut trouver un mécanisme pour gérer ça, n'est-ce pas? Et sans leur faire payer, parce que si on bénéficie d'un kit, d'un support qui est, disons, si c'est en forme de don, on ne va pas faire payer ça aux gens. Et là, les gens peuvent voir immédiatement l'impact du produit Mouinda Epela, n'est-ce pas? Et le fait de travailler avec Ratalbi ou avec Symphonie Naturelle et le bénéfice immédiat pour eux. Je crois que ça va aussi dans la préoccupation qui disait comment faites-vous participer la population. Je crois que là, il y a une synergie en fait. Mouinda Epela, Ratalbi et la population environnante en vulgarisant le bénéfice, disons, de notre coopération. Je pense aussi, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Je réfléchis à haute voix. C'est l'occasion de sceller un partenariat et de faire, à travers les réseaux sociaux, faire la propagation des activités de Mouinda Epela en coopération avec Ratalbi pour toucher les personnes en mesure de contribuer pour la tombola. Je vais être direct en disant que je n'attendrai pas, c'est pas les gens de Malueka, c'est pas aux gens de Malueka que je vais demander. Non. Je crois que ça ne serait pas correct. C'est plutôt à monsieur, à monsieur, on va dire, celui qui vient acheter les alvins chez nous, par exemple. Effectivement, oui. C'est à celui-là. Donc, c'est à ce genre de personnes qu'on va s'adresser pour justement répandre la bonne parole, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Donc, moi, je prends ça vraiment comme une fantastique idée. Et je pense qu'ensemble, on peut voir donc avec M. Jean-Baptiste comment rapidement mettre un concept et vulgariser ça sur les réseaux sociaux et peut-être même sur des dépliants. Vous savez, même quand on touche nos clients, et mettre le logo de Mouinda Epela ensemble avec Ratalbi et on voit que c'est au-delà du caractère qui paraît être privé. Il y a une dimension sociale que peut-être les gens ne voient pas forcément immédiatement. Mais justement, en travaillant avec des structures comme la vôtre, permet justement de souligner encore plus l'impact social de notre activité, mais aussi du projet, et de Mouinda Epela aussi. Je dois avouer que au départ, avant de parler à M. Jean-Baptiste, c'est mon neveu, maître Jules Ipala, qui m'en a parlé, et je ne connaissais pas ça. Et quand il m'en a parlé la première fois, que je trouvais ça fantastique. Et lui, directement en relation avec les activités qu'on essaie d'entreprendre. Regardez l'histoire de la Pico centrale. Ça a commencé comme une bête histoire. Je suis allé voir un ami qui a un Ganda, comme on dit, à Kinshasa, et il m'a présenté un jeune homme. Parce qu'en ce moment-là, on était à la recherche d'un fournisseur pour l'équipement solaire. Ce jeune-là m'a dit, écoute, si tu me mets un budget d'autant, je te fournis une Pico centrale. Et c'était autour d'une bière. Hein.
Et aujourd'hui, cette pico centrale marche et le jeune que vous avez vu là, c'est ce monsieur-là. Donc, et ça, c'est vrai, ça nous sert à nous, mais ça montre aussi que ça a un impact privé, mais ça ouvre des perspectives, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est ça que je suis en train de vouloir dire. Donc, pour faire court, je pense qu'il y a ici, là, entre nos structures, il y a une possibilité incroyable d'impacter. Mais, Merci. oui, maman Suzanne, à tous oh, mais c'est parti là. Pardon? Vous aviez fait un petit commentaire là. Ben, j'ai envoyé un message. Ah oui, oui. Ah, vous pouvez lire le message. Hein? Oui, mais c'est parti vite, je ne le vois plus sur l'écran. Ben, c'est pas grave. Oui, je voulais juste ajouter un peu par rapport à ce que M. Ndaguié vient de soulever. Ben, vous savez, nous qui sommes dans ces secteurs hein, de la croissance verte, hein, du développement durable, en tout cas, c'est le projet. Bon, je le dis en technicien, hein, pas en flatteur, parce que je n'ai jamais été flatteur. C'est le projet jusque-là. Hein, pour Kinshasa, c'est le projet le mieux abouti dans le domaine du développement durable. À Kinshasa. Pourquoi? Parce que ça prend toutes les trois dimensions. Ça prend la dimension économique. Hein? Ça veut dire que toutes ces unités-là que vous êtes en train de mettre en mouvement, hein, les écloseries, vous imaginez les écloseries, hein? Tous ces poissons-là qu'on peut fabriquer et qu'on peut faire sur place, au lieu de manger les piodis, hein, qu'on ne sait même pas d'où ça vient, hein, tout ça. Exactement. Voilà. Et on peut manger local, le poisson local. Mais c'est quelque chose de formidable parce que ça va impacter économiquement, hein, socialement. Tous ces gens qui habitent dans les environs, un peu comme Maître Jules l'a dit, auront du boulot, auront du travail parce que vous n'allez pas engager très loin. Vous allez engager à côté, Maleka et tout ça là. Et enfin, le volet écologique. Vous imaginez, donc comme je vous l'ai dit, c'est le seul puits carbone qui existe là. C'est le seul. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment un modèle, un projet sur lequel nous pouvons, parce que nous, on s'appuie sur des projets rayonnants. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de formidable. On va s'appuyer sur vous pour Kinshasa et engager des actions de sensibilisation parce qu'effectivement, le développement durable commence d'abord par la sensibilisation de la population. Que la population comprenne que c'est son affaire à elle et qu'il doit se prendre en charge. Voilà. Ce que vous êtes en train de faire là, vous vous êtes pris en charge. Voilà, donc c'est vraiment... on va faire le travail ensemble avec le staff de EMF. Oui. Je vais juste préciser une chose hein, au niveau de... Oui, maître. L'autosuffisance alimentaire par rapport aux poissons. Non seulement ça permet de consommer local, mais de consommer local de bons produits. Oui. Parce qu'il y a des concurrents, il faut le dire, il faut se le dire. Il n'y a pas que Ratalbi qui fait du poisson à Kinshasa. Il y a des concurrents. Mais des sources crédibles, vous pouvez les vérifier. Je cite les Libanais qui font du poisson également au Congo. Ça n'a rien à voir avec les ngolo des Ratalbi ou les tilapia des Ratalbi. Ça n'a rien à voir. Côté goût. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une petite précision encore. Ratalbi s'appuie, il faut vraiment visiter le site. Hein. Ratalbi s'appuie essentiellement au niveau ressources humaines sur les populations environnantes. Et comme l'a dit Thia, l'action est orientée également pour les populations environnantes au point qu'ils ont adapté le prix des produits aux populations environnantes.
C'est vraiment un élément essentiel que je voudrais préciser. Et pour le reste, nous essayons d'étudier avec Ratalbi comment trouver une synergie avec Mundépéla. Comment impacter sur la population. J'ai suivi une vidéo de MF où vous avez montré une personne à Kinshasa qui est couturier, je crois, qui travaillait dans des conditions extrêmement difficiles, avec des coupures d'électricité. Et vous avez bien dit que, voilà, si on avait, si on peut, comment dirais-je, électrifier son local, ces messieurs seraient autonomes. Il ne va pas compter sur les délestages ou l'électricité de la SNEL avec ces délestages, mais il va travailler de manière autonome avec une productivité, une rentabilité assurée. Tout à fait. Voilà. Et je mets ça en rapport avec Ratalbi, qui dessert également les populations environnantes. À Malueka également, il y a des couturiers, il y a des ménages qui souffrent de délestage aussi. Donc, on peut aussi trouver une solution alternative si aujourd'hui, avec Ratalbi, Mundépéla, EMF et Ratalbi se mettent ensemble. On peut également envisager une solution, comment desservir les populations environnantes au niveau électrique. C'est quelque chose qui peut être envisageable aussi. Tout à fait. Donc, voilà. Merci, Maître Jules. Le tour de table continue. Et ça peut se faire aussi de la même manière dans d'autres coins de Kinshasa. Comme Tout ça, à fait. on fait une clôture pour nourrir les centres. Oui. Et ce serait très intéressant, ça. Oui. Maman Lily? Diminue un peu. Elle est pas là? Bonsoir tout le monde. C'est peut-être parce que, bon, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Mais c'est très intéressant. Hein. Je n'ai pas vraiment quelque chose à ajouter. Mais en tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci pour votre contribution. OK. Et monsieur José, que j'ai vu quelque part. Merci à vous. Il y a monsieur José, où je l'ai vu quelque part. Vous avez un mot à dire? Oui, un grand merci pour la qualité de l'exposé. Et je n'ai pas non plus grand-chose à dire, mais simplement qu'on soutient l'action. Et moi, je trouve que c'est vraiment... donc, c'est un projet prometteur et ça m'intéresserait également de m'y impliquer. Et chapeau. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et je crois qu'on a fini le tour de table. Pichou, non. Je crois qu'on a fini. Pichou, tu vas dire un mot? Non. Je pose la question, je réponds moi-même. On a fini. Voilà, monsieur Jean-Baptiste, à vous. Oui, merci, maman Marceline. Alors, je pense qu'on va clôturer donc Kinshasa à ce niveau. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début. Hein, c'est le début de quelque chose. En tout cas, je me rends compte qu'il y a beaucoup de travail qu'on va faire ensemble, trouver des synergies, hein, tout ça pour voir comment est-ce qu'on peut convoler ensemble. En tout cas, encore une fois, vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aussi, à votre niveau, vous avez un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin, vraiment, c'est simplement des remerciements. Écoutez, pour nous, enfin, je trouve ça fantastique. Je trouve fantastique des initiatives comme ça venant de nous, Congolais, entre nous, en fait. Hein. Et vous vous en rendez peut-être pas directement, mais pour nous, c'est incroyable. Moi, c'est une occasion d'expliquer un peu, n'est-ce pas? Parce que des fois, ce n'est pas évident de faire convoyer le message. Et donc là, vous nous donnez une opportunité incroyable
de faire connaître. Et c'est nous, mais je crois que je parle aussi pour d'autres qui ont des projets similaires et qui ont cette occasion-là. Donc, continuez dans vos efforts. Moi, je suis simplement édifié. Je remercie. Hein. C'est vraiment du fond du cœur. Et comme Jules l'a dit, moi, je vois un potentiel, au-delà du kit solaire, hein, vraiment qu'on se le dise. Je pense qu'il y a un potentiel entre nous de faire avancer. Et le changement dont on parle au-delà, mettons un peu la politique de côté, je pense que c'est d'activités comme ça. N'est-ce pas? Voilà. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Et plaisir énorme. Donc, on reste en contact pour concrétiser encore plus, et il y aura sûrement des photos, des films et d'autres interactions pour pouvoir pour démontrer de notre disons notre travail ensemble en fait. Hein. Effectivement. Pour éclairer tout le Congo. Oui. Merci absolument, beaucoup, absolument. Merci beaucoup absolument. à vous. Merci beaucoup. Un grand merci. Voilà. Alors, je ne sais pas si le Kouilou est là. Il pleut terriblement avant tout et la madame la ministre ne sait pas c'est logué. Oh, ben voilà. Donc, et pour dire que les contraintes techniques sont telles que sans électricité, c'est voilà. Mais voilà. Donc, alors, on se limite là. Donc, juste aujourd'hui avec Kinshasa, ça a été formidable. Et puis, bon, c'est mieux qu'on se limite là parce que déjà, avec ce qu'on a pu encaisser, ça nous permettra de bien... de bien digérer ça. De bien digérer, oui. Comme ça, c'est déjà à partir de la semaine prochaine, bon, on va reprendre contact avec une feuille de route qu'on va mettre ensemble. Et voilà, on va débarrer. En tout cas, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Maman Suzanne, merci beaucoup d'être là. Le message que j'avais envoyé là, vraiment. Le message était adressé à Idriss et à tous ceux et celles qui travaillent dans le cadre de Zamba Diangué. Zamba Diangué, oui. Et le message était le suivant, c'est que c'est un encouragement pour nous qui vivons dans la diaspora, mais nous vivons dans la diaspora et nous travaillons et nous apportons aussi notre contribution dans le développement et le bien-être des personnes et des familles qui vivent dans le pays. C'était le message que j'avais adressé à Idriss et aux autres, aux femmes et aux hommes qui travaillent avec nous. Merci beaucoup, maman Suzanne. Merci. Vraiment super. Allez. Merci. Bonsoir. Merci. Merci à vous. Excellent. Et merci à l'espace Marceline qui nous a accueillis. Ah oui. Bien. Oui, vous êtes chez nous. Hein? Où tout s'apprend. Où tout s'apprend. Oui, voilà. Nous apprenons même à faire notre propre tilapia, à donner du travail nzinga nzinga. Nous apprenons tout ça. Avant, on nous avait dit, allez à l'école, faites de bonnes notes. Je ne suis pas contre. Hein. Ayez un bon travail, gagnez beaucoup d'argent, faites la carrière et puis pouf, tout a changé. On fait comment? On apprend à faire autrement. Voilà, tout s'apprend. Voilà. Très bien. Voilà, comme c'est enregistré, en coupe, hein, l'émission, s'ils peuvent même revenir après, parler dans le verre, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais oublié. D'ailleurs, je me rends. Allez, merci. Allez, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Puis tu peux couper de l'essai. Qui est en train de dévailler dans l'enregistrement? Je vais voir. Puis tu coupes l'enregistrement, s'il te plaît. Ah, ok. Que j'arrête l'enregistrement. Ouais. Oui, ok.
Mais tu as coupé? Non, pas encore. Mais je vois encore livre Facebook. Oui, ça c'est le live. Je coupe le live sur Facebook ou l'enregistrement. Ok, mais maintenant, si vous voulez, hein. Je ne comprends pas. Voilà, au revoir, au revoir. Tout le monde est parti.